Écoutez, merci beaucoup en tous les cas de m'avoir invité dans cette réunion de travail et de réflexion. Donc je vais essayer de vous présenter, comme vous le voyez sur les cartes, la dimension à la fois globale et peut-être prospective, comme on me l'a indiqué, de la question migratoire, qui est un sujet sur lequel j'ai longtemps travaillé. Je continue toujours à travailler là-dessus. J'ai un livre que je viens d'actualiser jusqu'à hier soir, et donc je suis plongée là-dedans en permanence. J'ai fait beaucoup de travaux de terrain aussi, pas tellement à l'étranger, mais surtout en France, sur différents thèmes. Donc vous pouvez aussi me poser d'autres questions que la dimension internationale et globale des migrations. Et puis j'ai des engagements associatifs et je fais souvent des conférences, débats à titre bénévole et personnel pour des diverses associations dans un champ assez large. Donc en fait, moi je voulais parler, mais j'ai pas pris mon ordinateur parce que je suis dans d'autres préoccupations. Hier j'ai reçu, comme je disais, de Christian Mellon, qui est un jésuite que je connais par la revue Projet, dont je fais partie, qui m'a envoyé un très beau texte du pape François, sur la question des migrations, en s'appuyant sur les travaux de la pastorale des migrants et notamment de Tomasi, qui est un des membres, un des piliers actuels de la pastorale des migrants, qui avant dirigeait la revue International Migration Review à New York, qui est un homme qui a une très belle connaissance de tout cela et qui s'occupait des missions italiennes. Et ce message du pape est très, très encourageant, si j'ose dire, pour encourager aussi les chrétiens, mais peut-être pas seulement, à accepter le phénomène migratoire et à accueillir les réfugiés, à s'inscrire dans un dialogue également interreligieux avec l'islam et à accueillir l'autre en général. Donc malheureusement je ne peux pas vous lire le texte, mais je l'enverrai bien sûr d'ici 2-3 jours à au père Mélier, et vous pourrez en profiter parce que c'est un très beau texte qui, je crois, va servir pour une réunion du Vatican, mais je ne sais pas laquelle, mais c'est le texte... Pour la journée des migrants, voilà, de janvier. Vient de sortir. Donc voilà, le texte est tout nouveau et je l'ai reçu tout frais hier soir. Alors je voulais commencer par une vision, parce que là j'ai pas l'écran, mais une vision globale des migrations, pour vous montrer que c'est quelque chose d'à la fois important, mais en même temps c'est pas considérable à l'échelle du monde. On a 7 milliards d'habitants sur la planète et on n'a que 244 millions de migrants internationaux. Alors je vous dis les chiffres pour évacuer cette question-là. Les chiffres, ils viennent à la fois du département de la population des Nations Unies, donc c'est quelque chose de très sérieux, qui a une définition très précise du migrant, que je rappelle parce que beaucoup de gens confondent toute une série de choses. Le migrant, c'est celui qui est géographiquement, il y en a plusieurs dans la salle je pense, qui sont nés dans un pays et qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés, indépendamment de leur nationalité. Il y a des Français qui sont des migrants, parce qu'ils sont nés quelque part, ils vivent ailleurs. Donc ça, c'est un migrant. Il y a une définition géographique. Et à côté de ça, il y a les étrangers. La plupart des migrants sont des étrangers, mais pas tous. Il y a des étrangers qui ne sont pas migrants non plus, parce que c'est des gens qui sont des non-nationaux. Donc c'est une deuxième définition. Et la troisième définition, c'est le réfugié qui fait partie, qui est une catégorie de migrants parmi d'autres. Il y a le regroupement familial, il y a les mineurs non accompagnés, il y a les travailleurs, il y a des quantités de catégories de migrants, mais les réfugiés font partie des 244 millions de migrants internationaux. Et aujourd'hui, puisque j'étais en train de réactualiser les chiffres, on a au commissariat aux réfugiés des Nations Unies, toujours, comptabilise 67 millions de réfugiés au sens large, c'est-à-dire des déplacements forcés, qui inclut également des gens qui n'ont pas le statut de réfugiés, bien sûr, et des gens qui, pour des raisons de guerre, sont déplacés internes dans leur pays. Donc ça fait 67 millions de personnes, dont seulement 22,5 millions ont le statut de réfugiés de la Convention de Genève. Donc voilà un peu pour les chiffres. Il n'est pas d'accord. Non, il n'aime pas, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas, mais ça, ce sera son existence, le futur. Vivre avec les migrants et être éventuellement migrant soi-même. Donc en fait, c'est un phénomène limité, 3,5% de la population mondiale,
des migrants internationaux. À côté de ça, il faut ajouter 740 millions de migrants internes. C'est-à-dire que si on ajoute les migrants internes, qui incluent beaucoup de déplacés environnementaux sur lesquels je reviendrai, les 3/4 sont des migrants internes, et les migrants internationaux, on a 1 milliard de la population de la planète sur 7 qui sont des migrants. Mais beaucoup dans leur pays et une petite partie, le tiers, hors de leur pays. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc l'essentiel sont des déplacés dans leur pays pour des guerres, pour des questions environnementales, pour toute une série de raisons économiques, etc. Donc l'essentiel des migrants dans le monde sont des migrants internes, mais moi je vais vous parler que des migrants internationaux, parce que sinon ce serait une deuxième conférence. Donc ces migrants, comme on le voit, il y a des tas de choses qui ont changé depuis quelques temps. D'une part, les migrants, leur chiffre s'est quand même beaucoup multiplié, puisqu'il y a 40 ans, on avait 77 millions de migrants internationaux. Aujourd'hui, on en a 244 millions. Donc c'est un phénomène qui est en croissance, qui, comme on le disait tout à l'heure, va continuer à croître, parce que c'est un phénomène structurel. La plupart des phénomènes migratoires, on va y revenir, que vous devez connaître aussi bien que moi, c'est des causes profondes qui correspondent à la situation de beaucoup de pays dans le monde, diverses d'ailleurs, mais c'est un phénomène structurel. Pendant longtemps, en Europe, on a considéré que la migration, c'était quelque chose de conjoncturel, quelque chose de court terme. C'était soit pour répondre tout d'un coup à des besoins de main-d'œuvre, soit parce qu'il y avait une crise qui provoquait des réfugiés, mais les Européens ont beaucoup de mal, et c'est une des grandes différences avec le reste du monde, à accepter que l'Europe est devenue une grande terre d'immigration. Ça, c'est un phénomène général. Et l'accueil qui a été fait aux réfugiés est le résultat de cette perception. La migration, c'est quelque chose de passager. C'est pas du tout passager. C'est une tendance profonde du monde, comme d'autres, le réchauffement climatique et beaucoup d'autres phénomènes. Il faut l'accepter comme tel. C'est une réalité. Que l'on soit pour ou contre, c'est la réalité. On ne peut pas se mettre la tête enfouie dans le sable comme l'autruche. C'est une réalité, donc il faut l'accepter. Il faut vivre avec, il faut accueillir au mieux pour que ça se passe le mieux possible. Donc c'est un phénomène qui va se poursuivre parce que les causes structurelles profondes de la migration sont avec nous et devant nous également. Donc, et l'autre élément très important, c'est que ces migrations, aujourd'hui, il y a plus de migrations, ce qu'on ne voit pas beaucoup chez nous, mais ça se voit beaucoup dans le sud, au sud de la planète qu'au nord. Sur les 244 millions, en gros, parce qu'il y a des pays qui comptabilisent pas très bien leur migration, on a 120 millions de migrants qui vont vers le nord, ceux dont on parle toujours, c'est-à-dire les gens qui vont du sud au nord ou moins nombreux du nord au nord, 120 millions, et on a à peu près 124, 125 millions qui vont du sud au sud, très nombreux, et un petit peu du nord au sud. Donc le sud est complètement pris aussi dans cette logique migratoire internationale et souvent vers des pays qui accueillent mais qui n'ont aucune politique migratoire, aucune défense des droits des migrants, qui souvent n'ont pas signé la Convention de Genève sur l'asile, etc. Donc dans des conditions très précaires. Donc le Sud est également pris dans cette logique, mais il y a aussi de gros pays d'immigration du Sud, par exemple le Golfe. Le Golfe, c'est la 3e destination migratoire au monde, il ne faut pas l'oublier. L'Europe en numéro 1, les États-Unis en numéro 2, les pays du Golfe en numéro 3, la Russie en numéro 4. Donc les migrations, on a souvent une vision déformée par notre, disons, position européenne en la matière. Le Sud bouge beaucoup, il est dans une très grande mobilité, et il y a beaucoup de pays d'accueil qu'on ne voit pas, mais qui sont très importants dans le monde. La Russie, par exemple, c'est un grand pays d'immigration, etc. On va y revenir. Donc ça, c'est pour les grandes transformations qui se sont produites il y a ces dernières années, depuis 20 ans. Je vous parle depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, depuis 25 ans. Alors les causes, je vais essayer de bouger, mais je ne sais pas si ça bouge. Voilà. Non, là je ne peux pas modifier. Il y avait quelqu'un qui m'avait aidé tout à l'heure, mais là je n'ai pas... Faire bouger les cartes. Tu vas bouger les cartes. Et tout à l'heure ça marchait avec ça. Et sinon avec le... Si je relance avec ça, après ça marche avec les flèches. Voilà. Maintenant on va voir les flèches. Ouais, ça va. C'est ça, c'est bon. Alors ces causes, comme on le disait, elles sont structurelles. Elles sont structurelles, c'est-à-dire que c'est des phénomènes véritablement globaux
du monde qui se produisent aujourd'hui. D'abord, les inégalités du développement humain. Les inégalités du développement humain, je pense que si vous êtes spécialisé sur l'Afrique, vous devez les connaître. Il y a 3 critères qui ont été définis par un prix Nobel d'économie qui s'appelle Amartya Sen, qui a proposé de quantifier le développement et qui a proposé 3 critères qui sont l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie en part du produit intérieur brut de chaque pays. Si on ne prend que ces 3 critères, qui sont les plus simples peut-être à quantifier, on a cette carte. Donc on voit très bien en rouge l'Afrique subsaharienne, donc parmi les régions les plus inégales quant au développement humain, comme vous le voyez sur la carte, et puis quelques poches aussi d'inégalités, le Pakistan, le Bangladesh, une partie de l'Indonésie, également d'autres pays. Alors plus on est en vert foncé, plus on est développé, plus on est en rouge ou en brun, plus on est dans une situation d'inégalité du développement humain. Donc ces inégalités, elles créent des raisons structurelles de la migration. Parce que souvent, à l'inégalité socio-économique, démographique, s'ajoutent des situations politiques aussi, très souvent. Les gens, ils fuient à la fois des contextes politiques, mais aussi des contextes socio-économiques, et ils sont de plus en plus informés. C'est la grande différence, c'est que le fatalisme du passé, de gens qui se disaient « je suis pauvre, mais c'est comme ça », les gens ne l'acceptent plus. Parce qu'au Sud, les gens sont de plus en plus éduqués, de plus en plus informés par les médias notamment, de plus en plus branchés sur toute une série de réseaux, de connaissances, mais aussi de migration, et donc de plus en plus urbains. En un siècle, le continent africain sera passé entre 1950 et 2050 de 70% de ruraux à 70% d'urbains. Et la ville, c'est le lieu de l'information, le lieu des réseaux et le lieu des gens qui veulent sortir pour se donner une chance de chez eux. Donc on est dans ce contexte aujourd'hui structurel. Autre élément structurel, la dimension démographique, très important. La dimension démographique parce que la région la plus peuplée du monde, c'est de très loin l'Asie, ce que les gens ont souvent du mal à intégrer, avec des géants comme l'Inde, comme la Chine. Mais aujourd'hui, certaines de ces régions, celles qui sont en orange, etc., sont dans une situation de transition démographique. La transition démographique, ça suppose d'être passé en une génération, en général, de familles de 6 enfants ou plus à des familles de 2,5 enfants. C'est le cas de l'ensemble du pourtour méditerranéen, mais plus large. Ça concerne aussi, d'ailleurs, contrairement à une idée répandue, beaucoup de pays d'islam. L'Iran, par exemple, également tout ce qui est l'Asie centrale, une partie de l'Asie du Sud-Est, etc. Donc ces pays sont entrés dans la transition démographique et de tout le Maghreb et le Moyen-Orient aussi, alors que l'Afrique subsaharienne n'est pas entrée dans ce contexte de transition démographique, ce qui fait que les démographes prévoient 2 milliards d'Africains subsahariens, sans parler du Maghreb ni de l'Afrique du Sud, à la fin de ce siècle. Et donc, si les choses sont égales par ailleurs, s'il n'y a pas de modification. Mais par exemple, le pourtour méditerranéen, j'ai des collègues démographes qui ont travaillé là-dessus, disent que le Maghreb, par exemple, en une génération, donc c'est très rapide, sont entrés dans ces politiques de planning familial et de transition démographique. Et donc on a eu une transition très rapide finalement dans tous ces pays au tournant de ces 20 dernières années, 30 dernières années, mais c'est vrai aussi pour le Pakistan, c'est vrai aussi pour le Bangladesh, etc., qui sont plus parmi les pays qui ont les plus fortes croissances démographiques. Donc la situation démographique est très importante, parce que d'un côté, on a des pays, pour caricaturer, riches et vieux, et de l'autre côté, on a des pays pauvres et jeunes. L'âge médian en Europe, c'est 40 ans. Donc si vous promenez dans la rue, il y a autant de gens de plus que de moins de 40 ans. Si vous promenez au Maghreb, vous avez 25 ans. Donc l'âge médian, c'est 25 ans. Il y a autant de gens de plus que de moins de 25 ans. En Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc la population est extrêmement jeune. Et donc,
décidé aussi à changer le cours de son existence, en partie par la migration. Donc ça c'est très important, c'est très préoccupant aussi parce que des pays comme l'Italie, l'Allemagne, les pays d'Europe centrale et orientale, le Japon, la Russie sont frappés par le vieillissement démographique, ce qu'on voit parce qu'ils sont en vert ou en jaune très très pâle. C'est vrai aussi pour le Japon par exemple, hein. Et donc c'est une préoccupation parce que le poids des non-actifs à l'horizon 2030 va finir par être plus important que celui des actifs. Donc ça aussi c'est un sujet, et d'autre part ça crée des besoins de métiers nouveaux, le care comme on dit, la garde des personnes âgées, moi j'enseigne un peu en Italie, c'est un sujet central. Hein, qui va garder les personnes âgées? Ils en ont beaucoup. Les gens vivent très très vieux dans certains endroits. Au Japon, les gens vivent très vieux. En Italie, c'est un des records européens de la longévité. Donc là aussi, c'est un vrai sujet pour les économies, mais aussi pour le mode de vie et pour la migration, parce que ça crée un besoin migratoire précis. Autre élément structurel, bien sûr, les fractures, les grandes lignes de fracture entre les riches et les pauvres, avec des points de passage qui symbolisent ces lignes de fracture, mais aussi qui amenuisent les fractures, parce que si les gens bougent, c'est fait pour diminuer les lignes de fracture. Par exemple, la Méditerranée, c'est une des plus grandes lignes de fracture du monde, il y a beaucoup de morts, 30 000 morts en Méditerranée depuis le début de ce siècle. Seulement, tous les ans, on a des milliers de morts, 3 000 morts en Méditerranée environ chaque année. La Méditerranée, c'est des inégalités, bien sûr, en termes de richesse et de pauvreté, mais aussi des inégalités en termes de conditions socio-économiques précises, mais aussi des inégalités en termes de démocratie d'un côté et de l'autre des régimes autoritaires ou en crise, etc. Donc ces inégalités, elles sont le statut de la femme, etc. Toute une série de la scolarisation d'un certain nombre d'enfants, enfin, toute une série d'inégalités qui créent le désir d'atténuer ces inégalités par la migration. Si les frontières, comme certains en rêvent, étaient complètement fermées, la violence de l'autre côté sera encore plus grande, parce qu'il y aurait encore plus de frustration si on enfermait tous les gens dans leur pauvreté d'un côté, de l'autre côté tous les autres de l'autre côté. D'une part, il y aurait des besoins de main-d'œuvre très importants, mais aussi il y aurait donc des frustrations très grandes, donc on aurait encore plus de violence à nos portes et encore plus d'inégalités à l'échelle mondiale. La migration atténue les grandes lignes de fracture du monde. La frontière aussi entre le Mexique et les États-Unis, qui est d'ailleurs aussi une frontière entre le Mexique et les pays d'Amérique centrale aujourd'hui. La frontière entre l'Europe de l'Union européenne et l'Est, où il y a beaucoup de fractures aussi économiques, notamment entre les pays riches d'Asie et les pays pauvres d'Asie. C'est des lignes de fracture qu'on voit d'ailleurs en couleur, entre le Japon, la Corée du Sud et puis la Chine, ou entre les Philippines par exemple et Singapour, entre l'Australie et l'Indonésie, etc. On a des très grandes, entre les pays du Golfe et puis les voisins du pourtour méditerranéen, comme l'Égypte, le Soudan, qui sont parmi les plus pauvres, etc. On a des lignes de fracture très importantes. Et en général, quand on a des lignes de fracture, on a des migrations, parce que les hommes et les femmes sont des gens rationnels, et même s'ils n'ont pas le droit de circuler, ils le font quand même, parce que c'est une façon de sortir de ce fatalisme dramatique. Autre élément structurel, on a l'inégalité du droit de bouger. C'est une des plus grandes inégalités du monde aujourd'hui. On a parlé de la pauvreté, de la démographie, mais là aussi, le droit de circuler et d'avoir un visa. Nous, on a de la chance comme Européens, puisqu'on peut circuler, comme on le voit sur la carte, dans 173 ou 174 pays dans le monde pour 3 mois sans visa. C'est un luxe absolu. C'est vrai aussi pour les Américains, les Canadiens et beaucoup des Australiens, tous les pays qui ne constituent pas ce qu'on appelle un risque migratoire.
Donc on peut circuler facilement et même on est sollicité parce qu'on a des offres. Moi je disais, là j'ai reçu plein de mails pendant l'été, des offres de voyage, pas seulement professionnelles où je vais, mais d'autres où je ne vais pas, mais des offres de voyage dans le monde entier parce il faut solliciter le touriste qui circule et qui peut circuler facilement parce qu'il y a des tas de pays pour lesquels on n'a pas besoin de fournir des visas. Donc il y a des gens qui, quelle que soit la destination qu'ils se proposent, sont obligés de fournir un visa. Par exemple, si vous êtes soudanais, si vous êtes afghan, si vous êtes érythréen, etc., vous constituez un risque migratoire selon la définition des pays d'accueil total. Donc il y a une hiérarchie. Vous voyez, les Russes, par exemple, ils peuvent circuler dans 92 pays. Puis après, on a une queue très très longue, et tout au bout, on a les pays en guerre, on doit avoir l'Afghanistan, on doit avoir des quantités de pays qui constituent un risque migratoire et pour lesquels les possibilités de circuler sans visa se réduisent au doigt de la main. Donc les gens, ils contournent et ils font appel à des passeurs. Puisque on est aujourd'hui dans une économie du voyage. Autre phénomène structurel des institutions, mais aussi l'économie qui va avec, l'économie du passage. Et plus on interdit de circuler, plus on limite les possibilités de visa, plus prospère, comme du temps de la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30, l'économie du voyage. Donc on a échoué en Europe et ailleurs, d'ailleurs aussi, à développer cette stratégie de dissuasion. Maintenant, on a 25 ans de stratégie de dissuasion et on peut dire que c'est un échec. Les gens contournent de toute façon et ça fait prospérer les passeurs. Donc ça, c'est le résultat également structurel de ce système de visa qui parfois n'a aucune utilité. Je peux vous le dire, on a des exemples, par exemple la Russie. La Russie veut accueillir des Européens de l'Ouest. Mais comme l'Europe a refusé de supprimer pour les Russes les visas, la Russie a demandé la réciprocité et donc on a, pour notre économie ce serait tout à fait intéressant d'avoir plus de touristes russes ou des gens qui s'installent. Pour les Russes ce serait intéressant d'avoir des Européens de l'Ouest, mais visa des deux côtés. Donc ça n'a aucun intérêt. Si vous allez de temps en temps en Russie, je vous souhaite bon courage pour obtenir votre visa. Mais c'est une stupidité diplomatique totale. Parce que l'Europe n'a pas voulu supprimer les visas pour les Russes en disant il y a les Tchétchènes, je sais pas quoi, enfin il n'y en a plus, mais ça fait rien. Mais voilà, il y a des tas de pays avec lesquels il n'y a aucune utilité à avoir des visas. Aucune utilité. Mais on maintient ce système qui crée des frustrations, mais aussi tout un contournement pour ceux qui ne peuvent pas circuler facilement. Et qui, économiquement, on serait gagnant si on avait beaucoup plus de droits à la mobilité. Parce qu'on aurait, par exemple, la fracture entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée serait bien moindre. Et ceux qui font des entreprises, des petites entreprises transnationales, etc., c'est des gens qui sont double nationaux. C'est des gens qui peuvent circuler, qui ont des titres de séjour de longue durée, etc. Donc on serait gagnant à ouvrir plus le système des visas. Mais on ne le fait pas parce que l'opinion publique a une vision très dramatisante de l'immigration. Donc les décideurs, ils regardent les sondages, ils regardent la montée de l'extrême droite, et ils disent non, on préfère la politique à l'économie et donc fermons. Autre élément structurel, l'économie du passage, comme je vous le disais, puisqu'il est extrêmement florissant aujourd'hui. Ça peut être des toutes petites entreprises de gamins qui louent un Zodiac sur la côte algérienne, ce qu'on appelle les haragas, les grilleurs de frontières, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus important, les anciens bateaux de commerce qui sont rachetés, des vieilles carcasses rouillées, à des armateurs et qui sont faites pour transporter 500, 700 personnes, que souvent ceux qui ont organisé le passage abandonnent en chemin, comme on a eu souvent le cas. Le bateau vient se fracasser contre des côtes européennes, il y a 50, 100 morts, parfois il y en a beaucoup plus. Et puis le reste se fait sauver, si j'ose dire, quand c'est possible, par des organisations humanitaires ou par la police des côtes des pays d'accueil. Donc voilà un peu la situation.
Ensuite, on a également les crises et les conflits. C'était conjoncturel, mais c'est devenu structurel. On n'a pas cessé d'avoir à nos portes, pour les Européens, des crises et des conflits. On a eu la crise algérienne de 95, la crise de l'ex-Yougoslavie, on a eu beaucoup d'autres crises, les Grands Lacs en Afrique, des crises longues qui durent, le Sri Lanka, ça a duré au moins 20 ans, Haïti, des quantités de crises, et puis bien sûr la crise afghane, donc 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan, c'est une crise qu'on a provoquée, Européens et Américains, donc 6 millions. La crise irakienne, provoquée aussi par surtout les Américains et quelques Européens. Heureusement, les Français n'y sont pas allés. 3 millions de personnes qui sont sorties de chez eux. Et la Syrie, qui est une crise endogène, qui est une révolution arabe qui a échoué. Et là, on a 5 millions de Syriens qui sont sortis de chez eux et 7 millions qui sont hors de leur domicile interne en Syrie. Donc la moitié de la population syrienne est en mobilité à l'étranger ou dans son propre pays depuis 2011. Donc des crises très graves, si j'ose dire, plus beaucoup d'autres que je nommerai pas, mais qui créent des situations politiques endémiques comme le Soudan, etc., qui créent des départs à la fois pour travailler et pour fuir la situation politique. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on est dans des flux mixtes. C'est-à-dire des gens qui à la fois demandent l'asile et qui ne sont pas infondés à demander l'asile, même s'ils savent très bien qu'ils ont peu de chances de l'obtenir, mais qui viennent aussi pour travailler. Et souvent, la frontière entre les deux est assez floue. Dans les années 50, en 1951, quand on a écrit la Convention de Genève, d'un côté, il y avait le réfugié. D'abord, on pensait qu'à l'Europe de l'Est, donc les dissidents soviétiques, qui étaient plutôt un intellectuel, etc., voilà, dissident. Puis de l'autre côté, il y avait l'Ouest de chez Renaud. C'est des gens très différents qui ne se fréquentaient pas du tout. Aujourd'hui, les gens qui viennent, ils sont très proches. La frontière entre le réfugié qui vient d'un pays mal gouverné et qui cherche du travail et celui qui n'est qu'un travailleur est parfois ténue. Donc la définition institutionnelle ne correspond plus à la réalité sociologique des gens. Autre élément également structurel, la mode de la mobilité. Bouger, c'est à la mode. Celui qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le monde actuel. Donc ça fait partie de la modernité, aussi bien au sud qu'au nord. Et les gens du sud nous ressemblent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils sont sur Internet, ils ont l'électricité, ils sont sur les portables, bien sûr, la télévision, etc. Ils se disent, tous ces gens-là, ils bougent, mais nous aussi, on veut bouger. On n'a pas le droit, mais on le fait quand même. Et donc, la mode, et parmi les modes, il y a des gens qui ne sont pas comptabilisés parmi les migrants, mais qui sont les touristes internationaux, mais qui parfois créent de la migration aussi. On a 1 milliard de touristes internationaux chaque année, selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. On est tous ici des touristes internationaux. C'est quelqu'un qui, pour une seule fois dans l'année, parce qu'on n'est compté qu'une fois, est parti à des fins de loisirs pour une durée inférieure à 3 mois dans un pays étranger. Donc ça, c'est la mode. C'est la mode. Il y a 150 ans, les gens, ils n'étaient pas touristes. C'est une forme de vie. C'est une forme de vie, de loisirs, une économie très importante pour beaucoup de pays, y compris du Sud. Donc tout le monde essaye d'encourager le tourisme international. Et les gens du Sud aussi, ils veulent bouger. Et parfois, ils entrent comme touristes et ils prolongent leur séjour comme migrants. Parce que leur projet, ce n'est pas uniquement de visiter. Certains disent, moi je veux aussi voir du pays, mais c'est surtout trouver du travail. Donc en fait, le tourisme crée aussi cette envie de bouger, de mobilité. Et puis il y a une offre, les billets d'avion très peu chers, il y a des quantités de possibilités qui sont offertes. Ce tourisme international, il crée une migration très particulière qu'on étudie peu pour l'instant, qui sont le tourisme nord-sud. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont ce qu'on appelle des seniors au soleil, des jeunes retraités qui s'installent dans des pays où le coût de la vie est assez peu cher, notamment dans certains pays africains, le Maroc, la Tunisie, moi j'en rencontre quand je vais dans ces pays assez souvent, qui disent finalement il y a une qualité de vie formidable, on a des prestations qu'on ne peut pas s'offrir chez nous, par exemple avoir un jardinier, avoir quelqu'un qui vous fait la cuisine, etc.
ça développe tout un tourisme d'installation en réalité, donc des gens qui ne sont plus des touristes, qui restent plus que 3 mois et qui deviennent des migrants internationaux et qui s'installent. Et donc, ça existe bien sûr dans plusieurs pays africains, de tout le pourtour, une partie du pourtour du Maghreb, mais aussi au Sénégal, par exemple. Les gens, ils veulent aussi aller dans des pays où ils parlent la langue, par exemple. C'est vrai aussi pour l'Amérique latine. Le Brésil développe cette carte-là pour les gens des États-Unis ou du Canada, le Mexique également. Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui sont devenus des destinations touristiques d'installation en réalité, mais c'est vrai aussi pour l'Inde, qui joue en partie cette carte-là et quelques autres pays du monde. Donc c'est en plein développement et c'est une économie florissante. Autre élément structurel, eh bien l'ouverture des frontières à l'Est qui a créé une grande mobilité dans des régions qui ne sortaient pas de chez elles parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir du temps du rideau de fer. Et on a eu des gens qui se sont installés dans la mobilité comme mode de vie parce qu'ils n'ont plus de visa, parce qu'ils ont la liberté de circulation, et on les trouve aussi au sud, ceux qui ont la double nationalité. Je vous disais, au Maghreb, il y en a beaucoup, des doubles nationaux, des gens qui ont des titres de séjour de longue durée, qui ont des visas à entrée multiples, etc. Donc plus on ouvre les frontières, plus les gens circulent, et moins ils s'installent définitivement. Plus on les ferme, plus les gens s'installent, parce qu'ils ne peuvent pas repartir. Donc ils attendent de se faire régulariser pour pouvoir repartir chez eux. Ensuite, autre élément, ça c'était pour illustrer le vieillissement de la population européenne, on le voit très bien, qui crée des métiers nouveaux, les métiers du Caire, et aussi des métiers où il faut remplacer les vieux. Par exemple, si vous allez en Italie du Sud, l'agriculture aujourd'hui, c'est les Albanais qui font de l'agriculture. Les bergers aussi, à 85 ans, on ne va pas galoper dans la partie montagneuse de l'Italie, donc c'est des voisins. Et on a mis fin à la migration albanaise, les fameux bateaux qu'on voyait arriver en 91, en signant des accords de main-d'œuvre avec les Albanais. Donc les Albanais, ils tiennent l'agriculture dans le sud du pays, etc. Parce que le vieillissement fait que les gens très âgés ne peuvent plus faire ces métiers agricoles ancestraux dans lesquels ils étaient installés. Autre élément, la réponse européenne, mais pas seulement, c'est la fermeture. Malgré cette dimension structurelle, il y a une sorte de paradoxe entre l'entrée en mobilité du monde, le monde qui rencontre le monde, mais qui a du mal parfois à le rencontrer, et puis de l'autre côté, la fermeture. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de durcissement de l'opinion publique depuis aujourd'hui 30 ans, et donc on n'a pas arrêté de construire des murs, de renforcer des frontières. On en a ouvert certaines, mais on en a fermé d'autres, etc. Et donc des murs, de l'emprisonnement, des camps. On est dans un monde de camps. J'ai un collègue anthropologue qui s'appelle Michel Agier qui a fait un livre qui s'appelle Un monde de camps. On n'a jamais tant encampé, comme il dit, les gens dans le monde qu'aujourd'hui. Et puis des quantités de frontières qui se sont développées, comme celle-ci, très importante, c'est celle des enclaves espagnoles du Maroc, où il y en a beaucoup de subsahariens qui sont morts, d'ailleurs en essayant de traverser ces frontières militarisées, qui sont construites par des entreprises qui travaillent pour l'armée, qui recyclent leur savoir-faire pour les politiques sécuritaires des États, européens entre autres. Et puis on a la frontière très connue entre la Grèce et la Turquie, qui a été en partie fermée avec l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie en 2016 pour les réfugiés, mais qui a donné lieu à tous ces départs qu'on a vus pendant l'été 2015, qu'on a appelé la route des Balkans. C'était les gens qui traversaient par la Turquie, donc des Syriens notamment, pour aller en Grèce et ensuite pour aller vers les autres pays européens. Donc c'est une route très empruntée. Aujourd'hui, il y a des contournements, etc. Mais c'est une frontière un peu artificielle. Moi, j'y suis allée à cette frontière pour des raisons simples. C'est que cette frontière, elle a été définie par Mustafa Kemal et qui voulait... d'une part, il y avait un échange de population en 1922 entre la Grèce et la Turquie, et il voulait qu'il y ait une zone de consolidation, disons, du bon voisinage et de la frontière. Donc il a dit, on échange les populations, on prend les Turcs de Grèce et les Grecs de Turquie vont en Grèce,
mais on va avoir une zone tampon qui va être cette région-là, la Thrace, hein, le nord de la Thrace. Et là, on a les Turcs, qui sont grecs, en fait. Parce que, les Turcs ont gardé une partie de la population grecque d'Istanbul, et les Turcs de Grèce sont restés là, en Thrace, avec leur mosquée. Ils sont éduqués en turc, avec des instituteurs grecs qui font leurs études à Istanbul, qui leur enseignent à l'école le turc, et qui ont un passeport européen, mais qui sont des Turcs. Donc ils ont gardé une partie, et comme ça fait du bon voisinage, parce que c'est un moyen de négociation avec le voisin. Vous avez des Grecs d'un côté, des Turcs de l'autre. Donc ça c'est un détail, mais donc c'est la même population, ils se connaissent très bien, ils sont cousins, etc. Donc il y a beaucoup de trafic, de passage en race campagne dans cet endroit-là. Autre élément, autre frontière, la fameuse Libye. On en parle beaucoup, la Libye, c'est dramatique aujourd'hui ce qui se passe en Libye, parce que la Libye est dans un chaos politique total. Elle a bien sûr des centres d'enfermement. Ce que disent ceux qui ont traversé la Libye, c'est que souvent c'est plus dur de traverser la Libye que de traverser la Méditerranée, parce qu'il y a des formes d'esclavage, de la prostitution, de l'enfermement, et des quantités de formes de dissuasion et de violences diverses. Et aujourd'hui, la Libye est une sorte de camp à ciel ouvert, hein, comme on dit, de camp à ciel ouvert. Et donc, l'Union européenne veut reconclure un accord avec la Turquie, en disant on va former des gardes-côtes. La Turquie a interdit aux bateaux humanitaires de patrouiller le long des côtes libyennes, ce qui fait qu'on a plus de morts. On a eu plus de morts récemment. Il y a eu notamment une opération de Médecins sans frontières qui a été interceptée par les Libyens parce qu'elle voulait essayer de sauver des gens le long des côtes libyennes récemment, pendant l'été, là au mois d'août. Donc en permanence, on a des difficultés, et la Libye c'est un grand point de passage parce que pour deux raisons. C'est d'une part, elle est vraiment entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, d'autre part elle a beaucoup de frontières maritimes en Méditerranée, donc elle peut envoyer des gens selon les fermetures que l'on fait en Europe vers la Grèce, vers la Malte, vers l'Italie, selon les passeurs, et par ailleurs parce qu'un certain nombre d'Africains subsahariens ont gagné de l'argent en Libye en travaillant dans le gaz et le pétrole, et donc ils ont de l'argent pour payer les passeurs. Et donc ça crée un lieu de trafic colossal aujourd'hui pour la migration sud-nord entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et donc, les morts, le résultat c'est les morts, comme je vous disais. D'abord, on a eu beaucoup de morts du côté de Gibraltar. L'Espagne a fermé avec des systèmes de garde-côtes qui s'appellent le système européen CIVE. Ensuite, on a eu les morts du côté de la Grèce. On a eu surtout, notamment lors de la crise de 2015, beaucoup de morts, dont le fameux enfant de 3 ans qui était mort sur la plage de Bodrum, dont les parents avaient payé un passeur dont le bateau avait fait naufrage dans cette région. Et puis beaucoup d'îles qui sont grecques, mais qui sont beaucoup plus proches de la côte turque que de la côte grecque, en fait. Comme Lesbos, Mytilène, notamment les îles du Dodécanèse, etc., qui sont à quelques encablures de la côte turque. Donc il y a eu beaucoup de morts et de trafic, puis l'accueil était très difficile. La Grèce, les îles grecques ne sont pas richissimes, donc c'était assez crucial. Et puis on a d'autres points très connus, Lampedusa. Lampedusa, c'est l'île qui est européenne, la plus proche de la côte tunisienne. Donc c'est à 60 km de la Tunisie, ce qui fait qu'il y a une tentation forte d'arriver à Lampedusa. Et comme aujourd'hui, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie a fermé le passage Turquie-Grèce, à nouveau l'Italie, depuis 2016, a des afflux d'arrivée vers l'île de Lampedusa et vers la Sicile en général. Et donc, ils font face, mais l'Italie est devenue le deuxième pays d'immigration en Europe avec l'Allemagne à cause des arrivées dans le sud de l'Italie.
Je voudrais juste donner un aperçu, même sans carte. Ce que je vous décris, c'est à peu près la même chose entre l'Amérique latine et puis les États-Unis. La frontière Mexique-États-Unis qui a été renforcée. On a près de 3000 km de frontières. On a la frontière entre la Russie et la Chine. Également, d'un côté, on a une population jeune et assez pauvre, et de l'autre côté, une population inexistante, 20 millions de personnes en Sibérie avec des ressources colossales. Donc il y a une tentation forte de traverser aussi la frontière, ce que font les Chinois. On a des quantités de lieux comme ça, très emblématiques de ces grandes fractures structurelles du monde. Alors, pour parler un peu de la prospective, il y a plusieurs éléments nouveaux qui sont importants. Bon, d'une part, l'inconnu sur la croissance démographique de l'Afrique. Parce que les démographes, ils raisonnent toutes choses égales par ailleurs. Mais on ne sait pas si le continent africain, et notamment l'Afrique subsaharienne, va continuer à avoir une telle croissance démographique. Il y a des pays, des géants démographiques, comme le Nigeria par exemple. Est-ce qu'ils vont continuer à avoir le même nombre d'enfants par femme, ou est-ce qu'il y aura une politique de planning familial qui va réussir, comme ça a été le cas dans certains pays asiatiques, et qui va diminuer le nombre d'enfants par femme? Ça, on ne le sait pas d'ici la fin du siècle pour l'instant. On n'a pas d'éléments qui permettent de le penser, mais pas non plus d'éléments qui permettent de dire c'est impossible. Donc ça, c'est une inconnue. Mais si tout se poursuit normalement, on aura une population subsaharienne très importante qui, pour l'essentiel, c'est ça ce qui est le plus important, migre en Afrique. Il faut que tous les gens ils aient en tête que la plupart des Africains, ils ne migrent pas en Europe. Ils migrent dans un autre pays africain. Ils migrent vers le Golfe. Donc on a beaucoup de migrations sud-sud, et notamment dans ces migrations sud-sud, on a des Asiatiques qui vont d'un pays asiatique à l'autre, des Latino-Américains, mais aussi beaucoup d'Africains qui sont très mobiles. C'est une culture de la mobilité très importante en Afrique, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur des frontières. Et un Africain sur deux migre en Afrique. Ça, c'est fondamental à avoir en tête. Ils ne viennent pas tous chez nous parce que c'est compliqué, il faut de l'argent, c'est risqué, il y a des morts, etc. Premier point. Deuxièmement, il y a un autre phénomène de migration interne très important pour la prospective, c'est les déplacés environnementaux. Les déplacés environnementaux, pour l'instant, on en a 42 millions comptabilisés selon les groupes d'experts qui ont travaillé là-dessus, et on s'attend à avoir 240 millions environ de déplacés environnementaux à la fin du siècle. La plupart de ces déplacés environnementaux, ils ne viennent pas non plus chez nous, ils sont internes. Sur 42 millions, on n'a que 17 millions qui sont des migrants internationaux, parce que eux, ce sont les plus pauvres. Ce n'est pas des gens qui ont le temps de fabriquer un projet dans leur tête, comme les jeunes diplômés africains, etc. C'est des gens qui sont chassés par une catastrophe et qui doivent quitter leur pays d'un jour à l'autre parce qu'il y a une montée des eaux, parce qu'il y a la désertification, parce qu'il y a toute une série de catastrophes qui les chassent de chez eux. Et donc, c'est les plus pauvres. Pour l'instant, les plus pauvres ne sont pas partis dans le monde. Peut-être qu'à la fin du siècle, on les verra partir, mais pour l'instant, ils ne sont pas partis. Les migrants ne sont pas les plus pauvres. C'est des gens qui ont un capital de mobilité important, parce qu'ils ont des réseaux, qui ont construit un projet, qui ont de l'argent un petit peu, etc. Donc, les plus pauvres ne sont pas partis, peut-être qu'ils se mettront à partir, là aussi, donc là, ce sera... Certains disent on n'a encore rien vu, pour dire les choses. Et donc la migration du sud, elle va surtout dans le sud, parce que dans le sud c'est plus facile de migrer, il n'y a pas besoin nécessairement de visa, on n'est pas très bien accueillis, mais on peut quand même traverser la frontière sans avoir des gardes-côtes qui vous dissuadent, etc. Donc les déplacés environnementaux, c'est un élément très important du futur, parce que on va avoir de nouveaux facteurs de réchauffement climatique qui vont s'amplifier et qui vont accroître cette migration. Les femmes aussi. Migration, donc je vous disais, la dimension démographique, 2, les déplacés environnementaux. Les femmes, 51% des migrants internationaux sont des femmes. On ne les voit pas beaucoup parce que souvent elles sont dans des métiers précisément où on ne les voit pas. Elles travaillent pour garder des personnes âgées, elles travaillent dans des ateliers de confection, elles font le ménage dans des entreprises, etc. On ne les voit pas, mais elles sont nombreuses. Et donc les femmes prennent de l'autonomie, et plus elles prennent de l'autonomie, plus on a des femmes qui migrent d'elles-mêmes. Ce n'est pas du regroupement familial, c'est d'une migration féminine
décidées par elles pour fuir des situations diverses. Ensuite, on a les conflits. En ce moment, on est dans le conflit du Proche et du Moyen-Orient, mais on peut avoir d'autres conflits qui vont aussi provoquer des millions de réfugiés dans le monde, qu'on ignore encore pour l'instant. On a des quantités de régions très instables, notamment la Corne de l'Afrique, etc. Et là, on ne sait pas si des conflits vont provoquer des crises de l'ampleur de ce qu'on a vu au Proche et au Moyen-Orient. Donc ça aussi, c'est une inconnue. Et puis, l'autre élément très important, et je termine là-dessus, c'est la capacité à vivre ensemble. Puisque l'enjeu, c'est le monde qui rencontre le monde, et la plupart des gens ne sont pas prêts dans leur tête à cette réalité. Or, ça va être une réalité du futur très très importante, le dialogue des religions fondamentales, le dialogue des cultures, la capacité d'accueil, parce qu'on pourrait accueillir beaucoup plus qu'on ne fait, notamment en Europe avec la crise des réfugiés, mais il y a une crispation très forte dans le sens inverse, notamment du côté des politiques publiques. Donc il faut aussi que les politiques publiques s'habituent à cette réalité et ne soient pas uniquement motivées par les sondages et par la montée des extrêmes droites dans les pays européens et aux États-Unis par exemple, et également la question du vieillissement démographique qui est une donnée lourde du monde futur et qui sera en partie résolue par la migration. Le seul facteur de croissance de la population européenne, c'est la migration. Le seul facteur de croissance de la population américaine, c'est la migration. Donc c'est une donnée fondamentale du monde de demain. Donc voilà quelques éléments sur lesquels on peut tabler, si j'ose dire, parce que c'est des éléments solides, et il faut s'adapter à cette réalité. Je pense que c'est plutôt ça le message que j'essaye de donner, s'adapter à une réalité qui est là, de toute façon. Je voulais juste montrer une dernière carte, qui était la carte des déplacés environnementaux. Elle va revenir. Ah voilà. Je vais la retenir. C'est la dernière. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que la situation qu'on connaît en Europe, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces lignes de fracture, ces réticences, etc. Il y a aussi un enjeu qui est très important, qui serait, par exemple, l'harmonisation, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, du droit de la nationalité. On a beaucoup de diversités qui sont liées à l'histoire de chaque pays. On progresserait beaucoup, d'une part, en harmonisant plus à l'échelle mondiale l'acquisition de la nationalité. Deuxièmement, en ayant une gouvernance mondiale des migrations. Ça, c'est un élément très très important. Une tentative de l'ONU en disant finalement, il faut que la migration soit dans l'agenda international. Ça a été très long, il a fallu 20 ans. Aujourd'hui, pour la première fois l'année dernière, à la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2016, en septembre, on a parlé des migrations pour la première fois. Pour la première fois. Donc ça, c'est quand même fondamental. Ils ont écrit un pacte sur les migrants et les réfugiés, pacte mondial sur les migrants et les réfugiés, pour que les gens s'engagent. Il faut aussi mettre autour de la table les pays de départ, les pays d'accueil, les employeurs, les défenseurs des droits, les associations, les églises, tous ceux qui ont un intérêt contradictoire sur les questions migratoires, pour essayer de trouver une sorte de négociations communes, de points communs sur lesquels on peut se mettre d'accord. Il faut que les grandes organisations internationales aient une certaine force pour imposer aux États des politiques aussi en la matière, qui ne soient pas uniquement sous la coupe de leur effet d'opinion qu'ils ont chez eux. Et pour l'instant, on en est très très loin. Il faut que les conventions internationales soient plus signées et respectées. Par exemple, aujourd'hui, il y a 50 pays encore dans le monde qui n'ont pas signé la Convention de Genève sur l'asile depuis 1951. 50 pays, donc qui n'ont aucun droit d'asile. Un de mes collègues allemands disait le paradoxe de la situation du Proche et du Moyen-Orient, c'est que là où on a le plus de réfugiés aujourd'hui, la plupart des pays, sauf la Turquie, ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Donc les gens n'ont pas de statut. Et la Turquie n'est signataire que pour les Européens. Pour les autres, c'est pas du statut de réfugié. Donc ça, c'est un paradoxe énorme. Les gens, ils sont réfugiés, mais ils n'ont aucune solution juridique à leur situation. C'est pour ça qu'ils vont vers l'Europe, d'ailleurs. Donc il y a des quantités. En revanche, il faut que les Européens et tous les pays riches signent la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. C'est une convention de 1990 qui n'a été signée que par 50 pays, tous du Sud.
aucun pays du Nord n'a signé cette convention parce qu'elle donne quelques droits aux sans-papiers. Donc là aussi, il faut mettre sur la table tout ça pour qu'il y ait plus d'accords entre les pour et les contre la fermeture et l'ouverture des frontières, entre les pays du Sud et les pays du Nord, entre tous les acteurs, pas seulement les États, mais les acteurs de la société civile qui sont impliqués dans cette question migratoire, pour qu'on ait une sorte de Bretton Woods des migrations, c'est-à-dire mettre autour de la table tout le monde pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Sauf qu'il y a des tas de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, l'ouverture, la fermeture des frontières, le développement, le lien entre migration et développement. Ce serait une autre conférence, mais on n'est pas du tout au clair à l'échelle mondiale sur les liens entre migration et développement. Parce que la migration crée du développement, ça c'est très fondamental. S'il n'y a pas de migration, il y a des tas d'aspects du développement humain qui disparaissent complètement. Donc les pays du Sud sont dépendants de la migration. Et s'ils n'avaient pas de migration, il y aurait encore plus d'inégalités chez eux, encore plus de violence, etc. C'est ça qui est très important. Mais aussi, le développement crée de la migration. C'est-à-dire plus les gens sont éduqués, informés, plus ils ont envie de bouger. Ils ne sont pas le paysan dans son champ qui attend un avenir meilleur. Ça c'est pour les plus âgés seulement. Donc le développement va créer de la migration, ça c'est aussi l'avenir, mais la migration va continuer à créer du développement humain. Et donc il y a une contradiction entre les deux. Le développement n'est pas du tout pour l'instant à court terme. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti l'an dernier là-dessus. La migration n'est pas une solution au développement, à court et moyen terme. À long terme, oui, mais long terme, c'est au-delà du 21e siècle. Vous dites que la migration n'est pas... Une alternative n'est pas... est un facteur de développement et le développement est un facteur de migration. Donc le développement n'est pas une alternative à la migration. Voilà. D'accord. Ah oui. C'est le contraire. Le développement n'est pas une alternative à la migration. Voilà. C'est pas l'un ou l'autre, C'est les deux en même temps. Voilà, c'est les deux en même temps, contrairement à ce que disent beaucoup d'ailleurs. Parce que les politiques de développement, elles n'ont jamais créé de développement qui mette fin à la migration, sauf en Europe du Sud. Mais c'est un contexte très particulier, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal. Mais ailleurs, dans le Sud, ils ne sont pas entrés dans l'Europe, donc ils n'ont pas eu les fonds de développement que les pays du Sud de l'Europe ont eu quand ils sont entrés dans l'Union européenne. Donc en fait, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord là-dessus. C'est pourquoi les grands forums mondiaux lient toujours migration et développement en disant on ne peut pas dissocier les deux. Et par exemple, l'Agence française du développement en France, un organisme public, a complètement changé de discours en disant nous on fait du développement. Notre boulot, c'est du développement. On ne s'occupe pas de savoir si ça a un impact sur la migration ou pas. C'est pas pour arrêter la migration qu'on fait du développement. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Donc là, je voulais vous montrer cette carte, qui est une carte d'ailleurs des Nations Unies que j'ai un peu simplifiée, pour montrer les facteurs des migrants environnementaux qui n'ont pas aucun statut. Alors la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des quantités de gens dans le monde qui n'ont aucun statut en termes de citoyenneté. Pas seulement les sans-papiers, pas seulement les déboutés du droit d'asile, il y a plus de 10 millions d'apatrides dans le monde. Il y a les déplacés environnementaux, 42 millions, ils n'ont aucun statut à l'échelle mondiale, aucun statut. Le HCR a considéré que ce n'étaient pas des réfugiés, etc. Donc on a des quantités de situations où la citoyenneté est niée pour les gens qui sont mobiles. On est dans un monde où on dit que la mobilité c'est une forme de modernité, mais la plupart des gens mobiles ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires. Donc ça aussi c'est une inadaptation à la réalité du monde comme il va. Et là, les déplacés environnementaux, il y a une partie qui est liée au réchauffement climatique, mais il y a des phénomènes qu'autrefois on ne classait pas comme problèmes environnementaux, liés, qui étaient des catastrophes naturelles. Le tremblement de terre de Lisbonne avec 300 000 morts à l'époque, que décrit Voltaire, qui a eu un impact jusqu'au Maghreb, jusqu'à Rabat. C'est une catastrophe environnementale. Le Dust Bowl aux États-Unis que décrit Steinbeck dans Les raisins de la colère, c'est une catastrophe environnementale, une boule de poussière qui va de l'est à l'ouest des États-Unis, qui chasse tous les fermiers vers l'ouest des États-Unis, une catastrophe environnementale. C'était des migrants environnementaux internes, mais ils n'étaient pas catégorisés comme ça à l'époque. Les tremblements de terre,
les éruptions volcaniques, les cyclones, les tornades, ça, c'est des phénomènes auxquels on ne peut pas grand-chose, si j'ose dire, pour l'instant. Hein. Donc, c'est pas lié au réchauffement climatique. Ce qui est lié au réchauffement climatique et à l'intervention humaine, c'est la désertification, la montée des eaux, les coulées de boue, toute une série de catastrophes qui sont liées au climat. Mais la moitié des catastrophes naturelles, on en a tout le temps, ne sont pas du tout liées au climat et créent des déplacements environnementaux. Comme on le voit sur la carte. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, on peut passer aux questions. Ah oui, absolument. Hein